Mes parents ont exigé que je donne ma maison à ma sœur, sinon ils me poursuivraient en justice. Mon avocate a simplement ri, et pour la première fois, je me suis senti libre. Mais ce qui leur est arrivé ensuite a choqué toute la famille, et les a laissés sans rien. Je suis assise dans mon salon en ce moment, regardant la vue sur le lac, cette même vue dont mes parents juraient qu'elle devrait appartenir à ma sœur. La même vue sur le lac qu'ils prétendaient être gâchée pour quelqu'un comme moi. La même maison pour laquelle ils ont menacé de me poursuivre. La même propriété qui est devenue le catalyseur de tout ce qui a suivi. Je m'appelle Kimberly, et j'ai 31 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la fille invisible, celle qui faisait tout correctement, mais qui, d'une manière ou d'une autre, n'était jamais à la hauteur aux yeux de mes parents. Ma sœur, Amanda, de 3 ans ma cadette, a été l'enfant chéri depuis sa naissance. Elle a eu la plus grande chambre, la voiture la plus récente, et le fonds pour ses études qui, mystérieusement, a triplé de volume comparé au mien. Mais je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. J'ai cumulé 3 emplois pendant mes études universitaires, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, et j'ai bâti une carrière réussie dans le développement de logiciels. C'est avec la maison que cette histoire commence vraiment. Il y a 2 ans, ma grand-mère est décédée. Grand-mère Rose avait toujours été différente de mes parents. Elle me voyait. Elle me voyait vraiment. Nous passions des heures à parler de livres, de rêves, de la vie au-delà de la petite ville où j'ai grandi. Quand elle est tombée malade, c'est moi qui me suis occupé d'elle. Je conduisais des heures chaque week-end jusqu'à chez elle, je l'aidais avec ses médicaments, je préparais les repas, et je restais assise avec elle pendant ses séances de chimiothérapie. Mes parents lui rendaient visite 1 fois par mois, tout au plus. Amanda est venue 2 fois durant toute l'année où grand-mère a été malade les 2 fois, pour demander de l'argent. Grand-mère Rose m'a légué sa maison dans son testament. Pas la maison familiale où elle avait élevé mon père, mais sa maison du lac, le magnifique chalet de 3 chambres qu'elle avait acheté avec son propre argent après la mort de mon grand-père. Son sanctuaire. Elle valait environ 800 000 €, située dans l'une des zones les plus prisées du nord du Michigan. Elle me l'a laissé avec une note manuscrite qui disait, pour Kimberly, qui a compris ce que signifiait être vraiment présente. Puisses-tu trouver la paix ici? J'ai pleuré pendant des heures en lisant cette note. Mes parents étaient furieux. Non pas tristes d'avoir perdu leur mère, non pas bouleversés par le contenu du testament sur un plan émotionnel, mais simplement en colère à cause de l'argent. Ils se sont présentés à mon appartement à Chicago, 3 jours après les funérailles. Le visage de ma mère était crispé, et mon père avait l'air de vouloir casser quelque chose. C'est inacceptable, a annoncé ma mère, Patricia, à l'instant où j'ai ouvert la porte. Elle n'a même pas dit bonjour. Ta grand-mère n'avait clairement pas toute sa tête quand elle a fait ce testament. Elle était parfaitement lucide, ai-je dit, en essayant de garder une voix stable. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Cette maison devrait être partagée entre toi et Amanda, a insisté mon père, Robert. Ce n'est pas juste que tu aies tout. Je n'ai pas tout. Elle vous a laissé ses bijoux, son compte d'épargne, et la maison familiale. Ceci était sa propriété personnelle, et elle a choisi de me la léguer. Amanda était là aussi, tapie derrière eux avec des larmes de crocodile dans les yeux. Je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste à ce sujet, Kimberly. Grand-mère nous aimait toutes les deux. Alors elle l'aurait laissé à nous deux, ai-je répondu, sentant quelque chose de dur et de froid s'installer dans ma poitrine. Mais elle ne l'a pas fait. C'était il y a 2 ans. Ils ont contesté le testament, bien sûr, ils ont dépensé 6 mois et probablement 30 000 € en frais d'avocat pour essayer de prouver que grand-mère Rose était incompétente. Ils ont perdu. Le juge a examiné ses dossiers médicaux, a parlé à ses médecins, et a conclu qu'elle avait été parfaitement saine d'esprit. La maison était légalement, et irrévocablement, la mienne. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. J'avais tort. J'ai emménagé dans la maison du lac il y a 8 mois. Je travaillais déjà à distance depuis la pandémie, et j'en avais assez de Chicago. Assez du bruit, de la foule, du rappel constant de ma solitude, même entouré de millions de personnes. La maison du lac, c'était comme rentrer à la maison. J'ai passé des mois à la rénover, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que je voulais me l'approprier, tout en honorant la mémoire de ma grand-mère. J'ai entretenu son jardin, soigné ses rosiers, et repeint avec des couleurs douces qui me rappelaient les matins d'été. J'ai transformé une chambre en bureau, une autre en chambre d'amis, et j'ai gardé la chambre principale telle que grand-mère l'avait laissée, avec un lit à baldaquin face au lac.
J'étais heureuse, sincèrement, paisiblement heureuse, pour la première fois de ma vie d'adulte. Puis, il y a 3 semaines, mes parents ont débarqué à l'improviste. J'étais en visioconférence quand j'ai entendu frapper des coups agressifs, exigeants. Je me suis excusé auprès de mes collègues et j'ai ouvert la porte, pour trouver mes 2 parents là, avec Amanda à leur côté. Derrière eux se tenait un homme en costume bon marché, portant une mallette. Nous devons parler, a dit ma mère en me bousculant pour entrer dans la maison. Vous ne pouvez pas simplement débarquer ici, ai-je protesté, mais ils étaient déjà dans mon salon, et Amanda regardait autour d'elle avec une expression qui m'a donné la chair de poule. Bel endroit, a dit Amanda en passant son doigt sur ma bibliothèque. Tu dois te sentir seule, ici, toute seule. Qu'est-ce que vous voulez, ai-je demandé, sans même prendre la peine de cacher mon irritation. Mon père a fait un geste vers l'homme en costume. Voici Harold Chen, notre avocat. Nous sommes ici pour te faire une offre très généreuse. J'ai ri, j'ai vraiment ri. Une offre pour quoi? Pour la maison, a dit ma mère, comme si c'était évident. Amanda se marie dans 6 mois. Elle et Tyler ont besoin d'un endroit pour commencer leur vie ensemble. Cette maison est parfaite pour eux. Leur audace m'a coupé le souffle. Cette maison est à moi. Elle n'est pas à vendre. Nous sommes prêts à t'offrir 200 000 €, a dit mon père. C'est plus que juste. La maison vaut 800 000 €. Et encore une fois, elle n'est pas à vendre. Les yeux d'Amanda se sont remplis de larmes. C'était sa technique fétiche, et ce, depuis l'enfance. Kimberly, s'il te plaît. Tyler et moi, nous ne pouvons rien nous offrir de bien. Nous débutons à peine. Tu as déjà un bon travail. Tu n'as pas besoin de cette grande maison. C'est égoïste de tout garder pour toi alors que ta famille en a besoin. Ma famille, ai-je répété le mot, avec un goût amer. Où était la famille quand je cumulais 3 emplois pour payer mes études? Où était la famille quand je m'occupais de grand-mère chaque week-end? Où était la famille quand vous avez tous contesté le testament pour essayer de me prendre ça? C'est de l'histoire ancienne, a sèchement répliqué ma mère. Nous sommes là maintenant, pour essayer de faire ce qui est juste pour tout le monde. Amanda mérite d'avoir une belle maison pour son mariage. Tu es méchante. Je suis méchante, ma voix commençait à monter. Vous débarquez chez moi sans y être invité, avec un avocat, en m'offrant un quart de la valeur de cette propriété, et c'est moi la méchante? Harold Chen s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Morrison, peut-être devrions-nous discuter de cela de manière plus rationnelle. Vos parents m'ont consulté au sujet de leurs options légales concernant cette propriété. Des options légales, ai-je répété lentement. Il existe des précédents dans les litiges de propriété familiale, a-t-il dit en sortant des papiers de sa mallette. Des cas où les tribunaux ont statué que les héritages devraient être répartis de manière plus équitable entre les frères et sœurs, surtout lorsque le défunt a pu être indûment influencé. Nous sommes déjà passés par là, ai-je dit, le cœur battant. Le tribunal a statué que grand-mère était tout à fait compétente. Cela concernait sa capacité mentale, a-t-il contré. Ici, l'argument serait tout autre. Nous plaiderions que vous avez exercé une influence indue sur votre grand-mère dans ces derniers mois, l'isolant du reste de la famille, et la manipulant pour qu'elle change son testament. Je l'ai fixé, puis j'ai regardé mes parents, puis Amanda, qui faisait toujours son imitation de chiot blessé. Vous me menacez de me poursuivre en justice. Nous ne voulons pas en arriver là, a dit mon père. Sois juste raisonnable. Donne la maison à Amanda. Nous laisserons tout tomber, et nous pourrons tous avancer en tant que famille. Dehors, ai-je dit calmement. Kimberly, a commencé ma mère. Sortez de ma maison, maintenant, avant que j'appelle la police. Harold Chen m'a tendu une carte de visite. Si vous changez d'avis, nous sommes prêts à déposer la plainte d'ici la fin de la semaine. Je vous encourage vivement à envisager de régler cette affaire à l'amiable. Ils sont partis, et Amanda m'a lancé un regard qui était du pur venin sous ses larmes. Je suis resté sur le pas de ma porte, les regardant s'éloigner en voiture, tremblant si fort que j'ai dû m'appuyer contre le cadre pour rester debout. J'ai appelé ma propre avocate le lendemain matin. Jennifer Walsh s'était occupée de la contestation initiale du testament, et elle connaissait bien les habitudes de ma famille. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, et je lui ai lu les menaces de leur avocat. Elle a vraiment ri d'un rire clair et ravi que je ne comprenais pas. Kimberly, a-t-elle dit après s'être ressaisie, ils n'ont aucun dossier.
pas même l'ombre d'un. En fait, s'ils essaient de vous poursuivre avec cet argument, je peux presque garantir qu'ils feront face à des sanctions. Leur avocat devrait savoir qu'il ne faut pas engager une poursuite abusive comme celle-ci. Mais il avait l'air sérieux, ai-je dit, me sentant encore tremblante. Bien sûr qu'il l'était. Il est payé pour avoir l'air sérieux. Mais une influence indue? Après qu'un tribunal a déjà examiné la compétence de votre grand-mère et l'a jugée saine d'esprit? Avec un écart de 2 ans entre la rédaction du testament et son décès? Avec des dossiers médicaux montrant qu'elle était lucide jusqu'à la toute fin? On se moquerait d'eux au tribunal. Pour la première fois depuis la visite de mes parents, j'ai ressenti autre chose que de la peur. J'ai ressenti de la colère, une colère pure et juste. Que dois-je faire? Ai-je demandé. Laissez-les vous poursuivre, a dit Jennifer. En fait, j'espère qu'ils le feront, car nous pourrons alors contre-attaquer pour harcèlement, frais de justice, et potentiellement diffamation s'ils répandent des mensonges sur le fait que vous avez manipulé votre grand-mère. De plus, nous avons autre chose en notre faveur. Qu'est-ce que c'est? La succession de votre grand-mère est encore techniquement ouverte. Il y avait quelques problèmes fiscaux à régler. Je suis toujours l'avocate de l'exécuteur testamentaire, ce qui signifie que j'ai accès à tous ces dossiers financiers, y compris à des documents très intéressants que j'ai trouvés en réglant les choses. Elle n'a pas voulu m'en dire plus au téléphone, disant qu'elle devait d'abord tout vérifier. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain. J'ai à peine dormi cette nuit-là, mais pour la première fois depuis des années, ce n'était pas l'anxiété qui me tenait éveillé. C'était la possibilité. Le lendemain après-midi, je me suis rendu au bureau de Jennifer à Traverse City. Elle avait des papiers étalés sur la table de conférence, des post-it marquant diverses pages. Son assistante a apporté du café, et Jennifer a attendu que nous soyons seuls pour parler. Votre grand-mère tenait ses archives de manière méticuleuse, a-t-elle commencé. Je le savais en travaillant sur la succession, mais en parcourant ses dossiers, j'ai trouvé quelque chose qui change tout. Elle a fait glisser un dossier vers moi. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des chèques annulés, et des notes manuscrites de l'écriture soignée de grand-mère. Votre grand-mère prêtait de l'argent à vos parents depuis des années, a expliqué Jennifer. De grosses sommes. On parle d'un total de 150 000 € au cours de la dernière décennie de sa vie. J'ai fixé les chiffres, sans vraiment réaliser. Quoi? C'était documenté comme des prêts, pas des cadeaux. Elle avait des reconnaissances de dettes, des échéanciers de remboursement, tout était correctement exécuté. Vos parents étaient censés la rembourser, avec intérêt. L'ont-ils fait? Le sourire de Jennifer était acéré. Ils ont fait exactement 3 paiements, tous la première année. Rien après ça. Votre grand-mère a essayé de recouvrer la dette, gentiment au début, puis plus fermement. Il y a des lettres, des emails, des textos. Vos parents avaient toujours des excuses. Amanda avait besoin d'une nouvelle voiture, il rénovait la cuisine, l'entreprise de votre père traversait une période creuse. Donc, il lui devait de l'argent quand elle est morte? 147 000 €, avec les intérêts accumulés. La dette ne disparaît pas avec la mort. Elle devient une créance contre la succession, ce qui signifie que vous, en tant que principal bénéficiaire, avez hérité de cette dette. Je commençais à comprendre. Je peux exiger le remboursement. Absolument. Et ce n'est pas tout. Elle a sorti un autre document. Vos parents ont également emprunté 50 000 € à votre grand-mère, spécifiquement pour le fonds d'études d'Amanda. Il y avait un accord écrit stipulant que cet argent devait être utilisé uniquement pour les frais de scolarité. Laissez-moi deviner, ai-je dit. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Amanda a fréquenté le Community College pendant un semestre avant d'abandonner. Le coût total de ce semestre était de 3 200 €. J'ai examiné les dossiers financiers d'Amanda dans le cadre de notre enquête. Ces 50 000 € ont servi à la compte de son appartement actuel, à une voiture, à des vacances en Europe, et à diverses virées shopping. Tout est documenté sur les réseaux sociaux, soit dit en passant. Donc, ils ont escroqué grand-mère. Techniquement, ils ont rompu un contrat et détourné des fonds. Quoi qu'il en soit, vous avez des motifs légaux pour exiger le remboursement immédiat. De la totalité. J'ai pensé à la maison de mes parents, à leur voiture, à leur style de vie. Peuvent-ils se permettre de payer? L'expression de Jennifer me disait tout. L'entreprise de votre père est en difficulté. J'ai fait quelques recherches.
Il est hypothéqué jusqu'au cou, ses cartes de crédit sont au maximum. Votre mère n'a pas travaillé depuis 20 ans. Ils vivent d'un salaire à l'autre, en maintenant des apparences qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et Amanda? Son fiancé, Tyler, travaille chez un concessionnaire automobile, et gagne peut-être 45 000 € par an. Elle est professeure de yoga à temps partiel. Ils peuvent à peine se permettre leur appartement, encore moins une maison au bord d'un lac. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Ils ont besoin d'argent. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Ils pensaient pouvoir m'intimider pour que je leur cède un bien de 800 000 € pour une fraction de sa valeur. Exactement. Ils sont désespérés, ce qui les rend dangereux, mais aussi vulnérables. J'ai fixé les documents, des années de favoritisme et de manipulation de la part de mes parents, étalés en noir et blanc. Que me recommandez-vous? Nous avons des options, a dit Jennifer en se penchant en arrière dans son fauteuil. Nous pouvons exiger le remboursement immédiat de la dette. Compte tenu de leur situation financière, ils devraient probablement déclarer faillite ou négocier un accord. Nous pourrions aussi signaler la fraude concernant le fonds d'études d'Amanda. Ou, elle a fait une pause, nous pourrions attendre qu'ils vous poursuivent, puis présenter tout cela au tribunal, avec une contre-poursuite. Que arriverait-il s'ils nous poursuivaient et que nous faisions ça? Dans le meilleur des cas pour nous, ils seraient condamnés à payer vos frais de justice, feraient face à des sanctions pour avoir intenté une poursuite abusive, et vous devrez toujours la dette initiale. Le juge ne serait pas amusé par leur comportement. Nous pourrions aussi engager des poursuites pour fraude. Dans le pire des cas pour eux, ils perdent tout. Leur maison, leur voiture, leur crédit, l'appartement de votre sœur, tous leurs biens seraient liquidés pour payer la dette et les frais de justice. J'aurais dû me sentir coupable. Une bonne fille se serait sentie coupable. Mais, assise là, regardant les preuves de années de favoritisme, de manipulation, et de vol pur et simple envers une femme que j'avais profondément aimée, je n'ai ressenti qu'une froide satisfaction. Attendons, ai-je décidé. S'ils poursuivent, nous répondons avec tout ce que nous avons. S'ils ne le font pas, nous leur donnons un préavis de 30 jours pour le remboursement de la dette. Jennifer a hoché la tête avec approbation. Je vais commencer à préparer les documents. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 5 jours plus tard, j'ai reçu une assignation. Mes parents, ainsi qu'Amanda, me poursuivaient pour influence indue, manipulation de personnes âgées, et acquisition frauduleuse de propriétés. Ils exigeaient que la maison soit vendue, et que les profits soient partagés équitablement entre tous les petits-enfants, c'est-à-dire juste Amanda et moi. J'ai appelé Jennifer immédiatement. Ils l'ont vraiment fait. Excellent, a-t-elle dit, avec un air sincèrement satisfait. Je déposerai notre réponse et notre contre-poursuite demain. Ça va devenir intéressant. Le procès est devenu le sujet de conversation de notre famille élargie. Ma tante Carole, la sœur de mon père, m'a appelé quelques heures après le dépôt de la plainte. Kimberly, que se passe-t-il, a-t-elle exigé. Tes parents disent que tu as volé la maison de grand-mère. Je n'ai rien volé, tante Carole. Grand-mère me l'a laissé dans son testament, un testament qui a déjà été validé par le tribunal. Ils disent que tu l'as manipulée, que tu l'as tenue à l'écart de la famille. J'étais la seule à m'occuper d'elle pendant qu'elle mourait, ai-je dit, la voix tendue. Où était-il? Où étais-tu? Silence. Puis, doucement, je ne savais pas que c'était si grave. Aucun de vous ne le savait, car aucun de vous n'était là. Tante Carole a soupiré. Ton père m'a appelé hier, il m'a demandé si je pouvais lui prêter de l'argent pour le procès. J'ai dit non. Il s'est mis très en colère. Il emprunte de l'argent à tout le monde depuis des années, ai-je dit. Savais-tu qu'il devait près de 150 000 € à grand-mère? Un autre silence, plus long cette fois. Quoi? Je lui ai tout raconté, les prêts, la rupture de contrat, le fonds d'études détourné. Carole a écouté sans m'interrompre. Je n'en avais aucune idée, a-t-elle dit finalement. Robert a toujours agi comme si tout allait bien pour lui. L'entreprise, la maison, tout. C'est de la poudre aux yeux. Il est fauché, Carole. Ils le sont tous. C'est de ça qu'il s'agit vraiment dans ce procès. Ils ont besoin d'argent, et ils pensaient pouvoir m'intimider pour que je leur donne la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me battre, et je vais gagner. Carole est restée silencieuse un moment. Je crois que tu y arriveras. Et Kimberly,
je suis désolé de ne pas avoir été là quand maman était malade, de ne pas avoir vu ce qui se passait vraiment. Pour tout. C'était la première excuse qu'un membre de ma famille m'ait jamais présentée. Je ne savais pas trop quoi en faire. Merci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le moi savoir. Et je le pense vraiment. Au cours des semaines suivantes, la famille a commencé à se fracturer. Tante Carole a parlé à ses frères, les 2 frères cadets de mon père. Oncle Tom a été horrifié par le procès et a immédiatement pris mon parti. Oncle David a essayé de rester neutre, mais a finalement admis qu'il avait prêté 20 000 € à mon père 2 ans plus tôt, une somme qui n'avait jamais été remboursée. La famille de ma mère était plus petite, juste sa sœur, ma tante Linda. Linda n'avait jamais aimé mon père, elle pensait que ma mère s'était mariée en dessous de sa condition. Quand elle a entendu parler du procès, elle m'a appelé directement. « Ta mère fait une terrible erreur », m'a-t-elle dit. J'ai essayé de lui parler, mais elle ne veut rien entendre. Elle est convaincue que tu voles Amanda. Amanda n'a même pas rendu visite à grand-mère quand elle mourait. Je sais. J'étais là. Tu te souviens de cette fois où tu avais la grippe et que tu n'as pas pu venir? Je suis venu m'asseoir avec Rose. Elle a parlé de toi tout le temps, de sa fierté, de combien elle souhaitait que tes parents puissent te voir comme elle te voyait. J'ai dû retenir mes larmes. Je ne savais pas ça. Rose savait ce qu'elle faisait avec ce testament, a dit Linda fermement. Elle savait exactement qui méritait sa maison. N'ose pas reculer. L'audience préliminaire était prévue 6 semaines après le dépôt de la plainte. Jennifer s'est préparée minutieusement, rassemblant non seulement notre défense, mais aussi notre contre-poursuite. Elle a assigné à comparaître des dossiers financiers, a recueilli des preuves des prêts, et a compilé la documentation sur l'utilisation abusive du fonds d'études par Amanda. 3 jours avant l'audience, ma mère a appelé. Pas mon père, pas Amanda ma mère. Kimberly, nous devons parler, a-t-elle dit sans préambule. Parle à mon avocate, ai-je répondu. S'il te plaît, écoute-moi. Nous sommes prêts à abandonner le procès si tu acceptes de vendre la maison et de donner la moitié des profits à Amanda. Donc, vous êtes prêts à abandonner votre procès sans fondement si je vous donne 400 000 €? Quelle générosité! Ne sois pas sarcastique. C'est sérieux. Tu es en train de déchirer cette famille. J'ai ri, d'un rire amer et sec. C'est moi qui déchire la famille? C'est vous qui m'avez poursuivi, maman. Vous prétendez que j'ai manipulé grand-mère sur son lit de mort. Vous essayez de me voler la seule chose qu'elle voulait que j'aie. Nous essayons de rendre les choses justes, a-t-elle insisté. Amanda mérite. Amanda mérite exactement ce que grand-mère lui a laissé, c'est-à-dire rien. Parce qu'Amanda ne s'est jamais souciée d'elle. Aucun de vous ne l'a fait. Ce n'est pas vrai. Quand est-ce que tu lui as rendu visite pour la dernière fois, maman? Avant qu'elle tombe malade, je veux dire. Quand est-ce que tu l'as appelée juste pour parler, et non pour demander de l'argent? Silence. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. On se voit au tribunal. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. L'audience a été tout ce que j'espérais, et même plus. Mes parents se sont présentés avec Harold Chen, l'air confiant, et Amanda, vêtue d'une robe sage, s'accrochant à la main de Tyler. Ils l'avaient clairement préparée à jouer la victime. Jennifer est arrivée avec 3 cartons d'archives remplis de preuves. La juge, l'honorable Margaret Fisher, était une femme d'une 60aine d'années, avec des yeux perçants et une patience nulle pour les absurdités. Elle a examiné les documents initiaux, puis a regardé l'avocat de mes parents. Maître Chen, j'ai présidé la contestation initiale du testament il y a 2 ans. J'ai personnellement examiné les dossiers médicaux de Rose Morrison et je l'ai jugée parfaitement saine d'esprit. Quelle nouvelle preuve présentez-vous qui contredirait cette décision? Harold Chen s'est levé, ajustant sa cravate. Votre honneur, nous ne contestons pas la capacité mentale de Madame Morrison. Nous soutenons que la défenderesse a exercé une influence indue sur sa grand-mère, l'isolant de sa famille et la manipulant pour qu'elle change son testament. Le testament a été rédigé 3 ans avant le décès de Madame Morrison, a noté la juge Fisher en consultant ses papiers. Suggérez-vous que cette influence indue a commencé aussi loin dans le temps? Nous pensons que la défenderesse travaillait sur sa grand-mère depuis des années, votre honneur, l'aliénant lentement du reste de la famille, et se positionnant comme la principale soignante pour maximiser son héritage. La juge Fisher s'est tournée vers moi. Mademoiselle Morrison,
avez-vous prodigué des soins à votre grand-mère pendant sa maladie? Je me suis levé. Oui, votre honneur. Je me suis rendu chez elle chaque week-end pendant la dernière année de sa vie. J'ai aidé avec les médicaments, les repas, et les rendez-vous médicaux. Et où était le reste de la famille pendant ce temps? Ils rendaient visite occasionnellement. Mes parents venaient peut-être une fois par mois, ma sœur 2 fois au total. La juge a regardé mes parents. Est-ce exact? Mon père s'est levé à contre-cœur. Nous avions des obligations, votre honneur. Des responsabilités professionnelles. Kimberly était célibataire, elle travaillait de chez elle. Elle avait plus de flexibilité. Je vois. Et avez-vous contribué financièrement aux soins de votre mère? Mon père a hésité. Nous avons aidé là où nous le pouvions. Jennifer s'est levée. Votre honneur, si je peux me permettre, nous avons des preuves qui contredisent directement cette affirmation et qui, de plus, démontrent pourquoi ce procès est non seulement sans fondement, mais potentiellement frauduleux. La juge Fischer a haussé un sourcil. Je vous écoute. Jennifer a présenté les preuves de manière systématique, les prêts de grand-mère Rose, les paiements manqués, le fonds d'études qui avait été détourné, la dette croissante que mes parents avaient accumulée tout en présentant une image de prospérité. Le visage d'Harold Chen est passé de confiant à inquiet, puis à carrément pâle, à mesure que les preuves s'accumulaient. Votre honneur, a poursuivi Jennifer, les plaignants devaient 147 000 € à Rose Morrison au moment de son décès. Ils ont emprunté 50 000 € supplémentaires, spécifiquement pour l'éducation d'Amanda Morrison, qui ont été utilisés à la place pour des achats personnels. Ils ont fait 3 remboursements de prêts en 10 ans. Ce procès ne concerne ni la justice, ni l'équité. Il s'agit de désespoir financier. La juge Fischer a regardé mes parents avec une expression qui aurait pu geler de la lave. Est-ce vrai? Ma mère avait des larmes qui coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas les larmes manipulatrices d'Amanda. C'étaient des larmes d'humiliation et de peur. Nous allions la rembourser, a dit faiblement mon père. L'entreprise a eu quelques revers, mais nous y travaillons. Pendant 10 ans, a demandé la juge, incrédule. Vous travaillez à rembourser un prêt pendant 10 ans, tout en essayant simultanément de prétendre que votre fille a manipulé votre mère? Ce n'est pas comme ça, est intervenue Amanda en se levant. Grand-mère savait que nous avions besoin de l'argent. Elle voulait aider la famille. Alors elle en aurait fait un don, pas un prêt, a dit sèchement la juge Fischer. Asseyez-vous, mademoiselle Morrison. Amanda s'est assise, l'air choqué, probablement la première fois de sa vie que quelqu'un ne capitulait pas immédiatement face à ses larmes. Maître Chen, a poursuivi la juge, étiez-vous au courant de ces dettes lorsque vous avez intenté ce procès? Harold Chen s'est éclairci la gorge. Les clients ont mentionné une certaine histoire financière avec la défunte, mais ils l'ont qualifiée des aides familiales normales, votre honneur. En d'autres termes, ils vous ont menti. Ce n'est pas comme ça que je le formulerai, votre honneur. La juge Fischer n'était pas amusée. Voici comment moi, je vais le formuler. Ce procès est rejeté, avec préjudice. Les plaignants sont condamnés à payer les frais de justice de la défendresse. De plus, je renvoie cette affaire au barreau de l'État pour examen de la diligence raisonnable de Maître Chen dans l'acceptation de ce cas. Elle s'est tournée vers mes parents. Quant à la dette due à la succession de Rose Morrison, c'est une affaire pour le tribunal civil, mais je vous suggère fortement de trouver un plan de paiement avec l'avocate de mademoiselle Morrison. L'audience est levée. Le marteau est tombé comme une guillotine. Mes parents étaient assis, figés. Amanda pleurait. De vraies larmes, cette fois. Tyler avait l'air de vouloir disparaître. Harold Chen rassemblait frénétiquement ses papiers, se distançant déjà de ses clients. Jennifer s'est penchée vers moi. Ça s'est mieux passé que prévu. Que se passe-t-il maintenant, ai-je chuchoté. Maintenant, nous négocions. Ils doivent payer vos frais de justice, qui seront substantiels. De plus, ils doivent encore 197 000 € à la succession. Ils n'ont pas ce genre d'argent, donc nous finirons par nous contenter de ce que nous pourrons obtenir. Je ne veux pas de leur argent, ai-je dit, me surprenant moi-même. Je veux qu'ils me laissent tranquille. Jennifer m'a étudié. Nous pouvons faire en sorte que ça arrive. Dans les jours qui ont suivi l'audience, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la justification. Mais cela s'est accompagné de complications inattendues.
La nouvelle du procès et de son rejet s'est répandue dans notre petite communauté plus vite que je ne l'avais prévu. Le journal local a publié un article à ce sujet, soigneusement formulé pour éviter la diffamation, mais suffisamment clair pour que quiconque connaissant notre famille comprenne exactement ce qui s'était passé. Mon téléphone a commencé à sonner. De vieux amis de la famille, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, des voisins de mon enfance. Certains appelaient pour offrir leur soutien, d'autres pour pêcher au ragot, et quelques-uns pour me sermonner sur l'importance du pardon familial. Un appel s'est démarqué. C'était celui de Madame Patterson, une femme âgée qui avait été la meilleure amie de grand-mère Rose. Elle avait 91 ans, l'esprit vif comme l'éclair, et elle ne mâchait pas ses mots. « Ta grand-mère serait fière de toi », a-t-elle dit sans préambule. Elle s'inquiétait de ce qui se passerait après son départ. Elle craignait que Patricia et Robert n'essaient quelque chose de ce genre. Elle savait, ai-je demandé, stupéfaite. Bien sûr qu'elle le savait. Rose n'était pas aveugle aux défauts de son fils. Elle l'aimait, mais elle le voyait clairement. Elle les voyait tous clairement. C'est pourquoi elle s'est assurée que le testament soit inattaquable, pourquoi elle a tout documenté. Elle te protégeait, Kimberly, même après la mort. J'ai dû m'asseoir. J'aurais aimé qu'elle me le dise. Elle ne voulait pas t'accabler. Tu avais déjà assez à faire en t'occupant d'elle. Mais elle m'a fait promettre de t'appeler si quelque chose arrivait. Il m'a fallu un certain temps pour trouver le courage, mais quand j'ai vu cet article dans le journal, j'ai su que c'était le moment. Madame Patterson m'a raconté des histoires sur ma grand-mère que je n'avais jamais entendues, comment mes parents lui empruntaient de l'argent depuis des années, toujours avec des promesses de remboursement qui ne se concrétisaient jamais, comment Amanda n'appelait sa grand-mère que lorsqu'elle voulait quelque chose, comment ma grand-mère avait discrètement commencé à tout documenter environ 5 ans avant sa mort, sentant que des ennuis se profilaient. Elle a volontairement créé une trace écrite, a expliqué Madame Patterson. Chaque prêt documenté, chaque promesse enregistrée. Elle m'a dit un jour, si Robert et Patricia veulent se battre contre Kimberly après mon départ, elle aura les armes pour se défendre. Ta grand-mère était une femme stratégique. Après cet appel, j'ai compris toute l'étendue de ce que ma grand-mère avait fait pour moi. Ce n'était pas seulement la maison, c'était les munitions pour la protéger. Elle savait que son fils contesterait le testament, et elle s'était préparée en conséquence. Cette pensée m'a fait pleurer, mais c'était des larmes de gratitude. La semaine suivante, quelque chose s'est produit qui a changé toute la dynamique. Tyler, le fiancé d'Amanda, m'a appelé directement. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Kimberly, s'il te plaît, ne raccroche pas, a-t-il dit rapidement. J'ai besoin de te parler d'Amanda. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle ne sait pas que j'appelle. Elle me tuerait si elle le savait. Mais je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas la regarder se détruire à cause de cette histoire de maison. J'ai attendu, sans rien dire. Elle est obsédée, a poursuivi Tyler. Elle parle de cette maison du lac constamment, comment elle devrait être à elle, comment tu l'as volée, à quel point tout est injuste. Elle est sur les réseaux sociaux à regarder des annonces immobilières, à planifier comment elle la décorerait, à créer des tableaux Pinterest de meubles qu'elle veut acheter et quand nous aurons la maison. C'est délirant, et je n'arrive pas à lui faire voir la réalité. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que je suis sur le point d'annuler le mariage. J'aime Amanda, ou du moins je le pensais, mais toute cette situation m'a montré des facettes d'elle que je ne peux plus ignorer, le sentiment que tout lui est dû, la manipulation, le manque total de conscience de soi. Je l'ai vu pleurer devant ses parents en disant à quel point tu es méchante, puis se retourner et rire de la façon dont ils allaient te le faire payer. C'est laid, Kimberly. Elle est laide à l'intérieur, et je ne pense pas pouvoir épouser quelqu'un comme ça. J'ai ressenti une pointe de sympathie inattendue pour lui. Je suis désolé que tu traverses ça. Ne le sois pas. Tu as essayé de me prévenir, à ta manière. Lors des dîners de famille, je te voyais la regarder, les regarder tous. Je pensais que tu étais juste jalouse. Maintenant, je réalise que tu essayais de survivre. Tyler a bien annulé le mariage 2 jours plus tard. Amanda, comme on pouvait s'y attendre, m'a blâmé. Selon tante Carole, elle s'est présentée chez mes parents, hystérique, hurlant que j'avais ruiné sa vie, que j'avais monté Tyler contre elle. L'ironie de me blâmer pour les conséquences de son propre comportement n'a échappé à personne, sauf à Amanda elle-même.
Les négociations de l'accord ont eu lieu dans le bureau de Jennifer 2 semaines plus tard. Mes parents sont arrivés sans Amanda, mais avec une nouvelle avocate, une avocate spécialisée en faillite nommée Sarah Chen, aucun lien avec Harold. Il semblait diminuer, en quelque sorte, plus petit que dans mon souvenir. Nous nous sommes assis de part et d'autre de la table de conférence, mes parents refusant de croiser mon regard. Sarah Chen a exposé leur situation sans détour. Mes clients sont prêts à déclarer faillite. Ils ont environ 80 000 € de valeur nette dans leur maison, quelques économies de retraite auxquelles ils pourraient accéder avec des pénalités, et divers biens personnels. La valeur totale de tout ce qu'ils possèdent est d'environ 150 000 €. Ils doivent 197 000 € à la succession, a contré Jennifer, plus 45 000 € de frais de justice, qu'ils ne peuvent pas payer sans faire faillite. En cas de faillite, ces dettes seraient effacées, et mademoiselle Morrison ne recevrait qu'une partie de ce qui lui est dû, en tant que créancière non garantie. J'ai observé mes parents pendant que les avocates négociaient. Mon père paraissait plus vieux que ses 60 ans. Les mains de ma mère tremblaient. J'ai pensé à grand-mère Rose, aux heures que nous avions passées ensemble, à sa douce sagesse et à la vie qu'elle avait bâtie par son propre travail. Et Amanda, ai-je demandé soudainement. Tout le monde m'a regardé. Amanda a bénéficié du fonds d'études détourné, ai-je poursuivi. Que advient-il d'elle? Sarah Chen a jeté un coup d'œil à mes parents. Amanda n'est pas partie à cette procédure. Le prêt a été consenti à vos parents. Mais elle a reçu l'argent. L'acompte de l'appartement provenait de ce fonds. Jennifer a compris où je voulais en venir. Nous pourrions poursuivre Amanda séparément pour le remboursement de ces fonds. Ma mère a finalement parlé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Amanda et Tyler viennent d'acheter cet appartement. Si tu t'en prends à elle, ils le perdront. Comme vous avez essayé de me faire perdre la maison de grand-mère, ai-je demandé doucement. La tête de mon père s'est redressée d'un coup. Nous étions désespérés. L'entreprise est en train de couler. Nous sommes noyés sous les dettes. Nous pensions que si nous pouvions juste avoir cette maison, la vendre, nous pourrions recommencer à zéro. En prenant ce qui était à moi, ce que grand-mère voulait que j'aie. Nous avons fait une erreur, a chuchoté ma mère. Une terrible erreur. Nous le voyons maintenant. Je les ai regardés, je les ai vraiment regardés, et j'ai essayé de trouver un sentiment d'affection filiale, un reste d'amour. Il n'y avait rien, juste un vide là où une famille aurait dû se trouver. Voici mon offre, ai-je dit. Vous signez un accord de ne plus jamais me contacter. Pas d'appel, pas de visite, pas de tentative de réconciliation. Vous sortez de ma vie, complètement et définitivement. En échange, je réglerai la dette de la succession pour ce que vous pourrez payer sans faire faillite, et je ne poursuivrai pas Amanda. Mes parents m'ont dévisagé. Le visage de ma mère s'est décomposé. Tu nous renies. J'accepte ce qui est vrai depuis des années. Vous n'avez jamais voulu une fille. Vous vouliez un plan de secours, quelqu'un pour nettoyer vos dégâts et subventionner votre enfant chéri. J'ai fini de jouer ce rôle. Kimberly, s'il te plaît, a commencé mon père. Ce sont mes conditions. À prendre ou à laisser. Sarah Chen a regardé mes parents. Après un long moment, mon père a hoché la tête. Ma mère pleurait, mais elle a hoché la tête aussi. Nous avons réglé les détails au cours de l'heure suivante. Mes parents liquideraient ce qu'ils pouvaient et paieraient 85 000 € à la succession. Ils signeraient un accord juridiquement contraignant de ne plus jamais me contacter. En échange, je ne poursuivrai pas Amanda, je ne chercherai pas à recouvrer davantage la dette, et je les libérerai des frais de justice. Quand les papiers ont été signés, mes parents se sont levés pour partir. Ma mère s'est arrêtée à la porte. J'espère que tu le regretteras un jour, a-t-elle dit, la voix chargée de larmes. J'ai croisé son regard. Je ne le regretterai pas, ils sont partis. Je ne les ai jamais revus. Les conséquences ont été plus compliquées que la résolution. Tante Carole a gardé le contact, respectant mes limites concernant mes parents, mais souhaitant maintenir notre relation. Oncle Tom a envoyé une carte pour s'excuser de ne pas avoir vu ce qui se passait plus tôt. Tante Linda a appelé chaque semaine pendant des mois, juste pour prendre des nouvelles. Amanda a essayé de me contacter exactement une fois, 3 mois après l'accord. Elle a envoyé un long email, plein de justifications et d'accusations, prétendant que j'avais détruit la famille, que j'étais froide et sans cœur, que grand-mère aurait honte de moi. Je l'ai supprimé sans répondre.
l'argent de l'accord a été versé dans un fonds de bourse d'études au community college local, au nom de Grand-mère Rose, spécifiquement pour les étudiants non traditionnels qui reprennent leurs études. La première bénéficiaire a été une mère célibataire d'une quarantaine d'années, qui obtenait son diplôme d'infirmière. Grand-mère aurait adoré ça. Je vis toujours dans la maison du lac. Je me la suis entièrement appropriée maintenant, en y ajoutant une véranda d'où je peux regarder l'eau, en modernisant la cuisine, et en transformant le jardin en quelque chose qui honore la mémoire de ma grand-mère tout en reflétant mes propres goûts. Je travaille d'ici, je me promène sur la plage chaque matin, et j'ai lentement bâti une vie qui me semble authentique. Je me suis fait des amis en ville, des gens qui me connaissent comme Kimberly, la femme qui vit dans la maison bleue au bord du lac, et non comme la fille ou la sœur de quelqu'un. J'ai eu des rendez-vous, mais rien de sérieux pour l'instant. J'ai appris à faire du kayak et je me suis mise à la photographie. J'ai écrit un blog sur les soins aux personnes âgées qui a gagné un succès surprenant. J'ai appris à être seule, sans me sentir seule. Parfois, je pense à mes parents, je me demande comment ils vont. J'ai entendu par tante Carole qu'ils ont dû vendre leur maison, et qu'ils ont déménagé dans un appartement plus petit. L'entreprise de mon père a finalement fermé. Ils vivent de la sécurité sociale et de ce que ma mère peut gagner avec un travail à temps partiel. Amanda et Tyler sont toujours ensemble, toujours en difficulté financière, mais ils ont gardé leur appartement. Je ne ressens aucune culpabilité à ce sujet. Ils ont fait leur choix. J'ai fait les miens. Le plus difficile a été de faire le deuil de la famille que je n'ai jamais vraiment eue. Accepter que mes parents n'allaient jamais soudainement me voir, me valoriser, m'aimer comme des parents devraient aimer leurs enfants, qu'Amanda ne serait jamais la sœur que j'avais imaginée pendant ces années d'enfance solitaire, que certaines relations sont toxiques et que la chose la plus saine à faire est de s'en aller. Mais il y a aussi de la liberté dans ce deuil. La liberté des attentes, des obligations, de l'espoir constant que, peut-être, cette fois-ci serait différente. 1 an après l'accord, je travaillais dans mon bureau quand j'ai reçu un email d'une cousine dont je me souvenais à peine, la fille du frère de mon père, Mélissa. Elle avait tout appris par son père et voulait prendre contact. Je comprends si tu ne veux parler à personne de la famille, a-t-elle écrit. Mais je voulais que tu saches que ce qui t'est arrivé, m'est arrivé aussi, d'une manière différente. Un favoritisme différent, une manipulation différente, mais le même résultat. J'ai coupé les ponts avec mes parents il y a 5 ans. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Si jamais tu veux parler à quelqu'un qui comprend, je suis là. Nous avons commencé à nous envoyer des emails, puis à nous parler au téléphone. Mélissa vivait en Oregon, travaillait comme thérapeute, et avait bâti une vie complètement séparée du drame familial. Elle est devenue la sœur qu'Amanda n'a jamais été, quelqu'un qui comprenait la douleur unique d'être l'enfant défavorisé, le bouc émissaire, celui qui s'est échappé. Grâce à Mélissa, j'en ai rencontré d'autres, des enfants de narcissiques, des survivants de l'éloignement familial, des gens qui avaient fait le choix difficile de prioriser leur propre bien-être par rapport au lien du sang. C'était comme trouver une tribu dont j'ignorais l'existence. J'ai appris que ce qui m'était arrivé n'était pas unique, que des familles comme la mienne existaient partout, présentant des façades parfaites tout en détruisant l'estime de soi de leurs enfants, que se choisir soi-même n'est pas égoïste. C'est de la survie. J'ai 33 ans maintenant. Cela fait 18 mois que je n'ai pas parlé à mes parents. La maison est entièrement à moi, légalement et émotionnellement. Le jardin est en fleurs, avec des roses que grand-mère aurait adorées. Mon travail est épanouissant, mes amitiés sont sincères, et j'apprends à construire une vie basée sur mes propres valeurs, plutôt que sur les attentes de quelqu'un d'autre. Parfois, les matins calmes, quand le lac est un miroir et que le soleil se lève à peine, je m'assieds sur le quai avec mon café et je pense à grand-mère Rose. Je pense à sa force, à sa clarté, à sa certitude absolue sur qui j'étais et qui je pouvais devenir. Je pense au cadeau qu'elle m'a fait non seulement la maison, mais aussi la permission de me choisir moi-même. Merci, je chuchote à l'eau, au matin, à sa mémoire. Merci de m'avoir vu. La maison se dresse derrière moi, solide et belle, mienne dans tous les sens du terme. Non pas parce que je me suis battu pour elle, même si je l'ai fait. Non pas parce que j'ai gagné, même si je l'ai fait aussi. Mais parce que quelqu'un qui m'aimait vraiment voulait que j'aie un endroit où je me sente à ma place. Et ici, dans la maison de grand-mère Rose, au bord du lac, c'est enfin le cas. La bataille juridique est terminée. La famille est fracturée, au-delà de toute réparation. Mes parents ont perdu leur style de vie confortable, leur fille, et leur dignité.
Amanda a perdu son piédestal et son filet de sécurité. Il ne leur reste presque plus rien. Mais moi, j'ai tout ce qui compte, la paix, la liberté, un foyer. Et je ne changerai rien.